En janvier, à New York, le froid était glacial. Les murs de pierre de la prison d'Attica, dans le nord de l'État de New York, absorbaient l'humidité, glaçant comme un cœur engourdi. Dans une cellule humide, où la lumière ne révélait jamais complètement le visage d'un homme, Daniel Martinez était recroquevillé contre le mur comme un animal blessé. Son estomac se contractait par vagues, mi-faim, mi-froid. Chaque respiration lui piquait le nez, le sang s'infiltrant dans le tissu délavé de son uniforme de prisonnier. Sous l'ampoule vacillante du plafond, le mur au-dessus de sa couchette était couvert de sculptures grossières. La phrase « Je n'ai pas tué ma femme » se répétait sans cesse. Chaque ligne était gravée à des profondeurs variables, certaines griffées par les ongles, d'autres par des éclats de porcelaine. Les doigts de Daniel étaient enflés, certains fendus et saignaient encore. Des pas résonnèrent dans le couloir en fer, le cliquetis des clés s'intensifiant lorsqu'un homme imposant apparut, son nez crochu proéminent sous son uniforme de gardien de prison. « Il est temps de se réveiller, sale con » ricana l'agent Matteo, le chef de l'équipe de nuit. Il jeta un journal par terre, d'un ton moqueur évident. « Tu essaies de jouer au pauvre petit flic qui a tué sa femme, hein ?» Daniel ne répondit pas, les yeux rivés sur le journal posé à l'envers sur le béton. Un coin révélait son visage pâle et ses yeux creux, avec un gros titre, un meurtrier verse des larmes dans un stratagème pathétique pour obtenir la miséricorde. Matteo renifla, se pencha, ramassa le papier et le claqua contre les barreaux. « Je lis les nouvelles tous les jours, railla Matteo. Je ne comprends toujours pas comment tu fais pour être en vie. À ta place, je me serais suicidé l'année dernière. » Daniel tourna la tête vers le mur, l'entendant à peine. « Tu m'entends? Tu n'as pas honte? » « Je n'ai pas tué Isabelle, » murmura Daniel à voix basse, l'appelant toujours par son nom. Matteo secoua la tête avec dédain. « Tu es une vraie bête. Meurs, tout de suite. » Des rires résonnèrent dans une cellule de l'autre côté du couloir. Un jeune détenu chauve au fort accent de San Diego s'écria « Regardez ce tueur de femmes qui essaie de faire semblant d'être désolé. » Une autre voix se joignit à lui, raillant « Ah, tu vas pleurer maintenant, Daniel Martinez. » Quelques instants plus tard, un détenu passa, jeta un coup d'œil par l'étroite fenêtre et cracha par la fente. Le gardien rit avec lui, savourant la détresse de Daniel. « Fais-lui savoir ce que ça fait d'être plus bas que la poussière » ajouta Matteo, sans manifester la moindre compassion. Daniel resta immobile, les yeux rivés sur les gravures brutes. Chaque ligne gravée semblait s'enfoncer plus profondément dans son âme. Le temps s'éternisait en prison. Le sommeil n'était jamais réparateur. Chaque nuit apportait son lot de cauchemars, et chaque matin signifiait affronter à nouveau l'enfer. Ce jour-là, Matteo apporta le petit déjeuner, un plateau de porridge liquide et une tasse d'eau tiède et amère. Il laissa volontairement tomber le plateau, ce qui fit éclabousser le sol. « À table, » ordonna Matteo. « On a un nouveau. Tu as un fan. » Daniel ne leva même pas les yeux. Mais quelques instants plus tard, des pas inconnus se rapprochèrent. « Martinez, tu as de la visite. » Un homme en manteau gris, portant un badge de presse, entra dans le couloir, son jeune visage encadré par des cheveux bruns en bataille. « Bonjour, » dit-il d'une voix perçante. « Je suis Marcus Rivera, journaliste à l'American Inquest. Je suis là aussi. » Matteo le coupa d'un air renfrogné. « Pas de presse, » grommela-t-il, mais Marcus brandit un document. « J'ai l'autorisation. 5 minutes seulement. » Daniel s'approcha lentement, ses mouvements fatigués, comme ceux d'un vieil homme. Son regard était terne, vide d'espoir. « Tu es là pour écrire encore des mensonges comme les autres ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Marcus secoua la tête. « Je veux juste t'entendre parler. » « Pourquoi faire ?» La voix de Daniel était teintée d'amertume. « Tout le monde a déjà sa version. » Marcus marqua une pause avant de répondre doucement, « J'ai lu les transcriptions du procès. Certaines choses ne collent pas. » Daniel laissa échapper un rire sec et amer. « Tout cela s'additionne, » dit-il d'une voix dénuée d'émotion. « Le couteau portait mes empreintes digitales. Aucun témoin ne m'a soutenu. La meilleure amie de ma femme, Lucie, s'est levée et a dit que je l'avais maltraitée. Elle avait les larmes aux yeux. Et moi? Qu'est-ce que j'avais? » Marcus griffonna un mot en hochant la tête. « C'est écrit sur le mur. Combien de temps t'a-t-il fallu pour faire ça? » Daniel ne répondit pas tout de suite. Il tourna son regard vers les lignes gravées sur le mur au-dessus de sa couchette, puis parla lentement. « Tous les soirs.
tant que mes mains fonctionnent encore. C'est tout ce qui me reste. Un lourd silence s'installa entre eux. Matteo consulta sa montre, visiblement impatient. C'est l'heure, lança-t-il. Marcus hocha la tête et ferma son carnet. Je reviendrai. Si je peux. Daniel murmura doucement alors que Marcus se tournait pour partir, ne reviens pas. Personne ne veut entendre mon histoire. Cette nuit-là, Daniel était recroquevillé dans sa cellule, comme toujours. Le vent s'infiltrait par la petite fenêtre à barreaux. L'établissement résonnait des cris et des rires des autres détenus à la folie d'Attica. Il ferma les yeux, essayant de ne pas entendre le bruit, mais la voix de Lucie, venue de son passé, résonna dans son esprit. Elle lui avait dit que Daniel l'avait frappé. J'ai vu les bleus sur ses bras, son cou, son visage. Elle avait menti, pensa-t-il, le souvenir de sa voix résonnant dans ses oreilles. Il avait crié au tribunal, ça suffit. Mais le juge avait claqué la porte. 20 ans. Pas de libération conditionnelle. Tout s'est effondré. Il a murmuré à personne, encore une fois, je n'ai pas tué Isabelle. Mais personne ne l'a écouté. Daniel était assis, le dos contre le mur, les mains autour de son ventre, essayant de soulager la douleur qui lui serrait la poitrine. Les mots inscrits sur le mur lui résonnèrent en un refrain misérable, je n'ai pas tué ma femme, mais personne ne s'en souciait. Cette nuit-là, alors que les cris de la prison retombaient dans un silence rare, Daniel ferma les yeux. Les souvenirs revinrent comme s'ils s'étaient produits la veille. Il s'en souvenait parfaitement, tout. Il pleuvait. Des gouttes froides lui fouettaient le visage tandis qu'il se garait devant la maison. L'horloge du tableau de bord indiquait 23h14. Il se souvenait de chaque détail, de la façon dont ses mains tremblaient en insérant la clé. Isabelle, appela-t-il doucement. La maison était plongée dans l'obscurité. Une forte odeur métallique le saisit dès qu'il ouvrit la porte. La pluie s'engouffra par une fenêtre ouverte, charriant vent froid et humidité sur le parquet. Isabelle, où es-tu ? Appela-t-il en se dirigeant doucement vers la chambre. Son cœur battait fort. Et puis il la vit. Isabelle était allongée sur le lit, les yeux grands ouverts, le corps encore baigné de sang. Sa chemise de nuit blanche était trempée de rouge. Un couteau était planté profondément dans son abdomen, le manche tremblant encore sous la force du coup. Non, non, c'est impossible, murmura Daniel en se précipitant à ses côtés. Ses mains tremblaient lorsqu'il sortit le couteau et serra son corps froid dans ses bras. Isabelle, réveille-toi. Ce n'est pas drôle. S'il te plaît, réveille-toi. Son téléphone lui glissa des mains tandis qu'il appelait à l'aide. Police, lâchez ce couteau. 4 policiers ont fait irruption, arme au poing. Je n'ai pas. Commença-t-il, toujours son arme à la main. Menottez-le, crièrent-ils. Ils le plaquèrent face contre terre, sa tête heurtant le bord du lit. Ses cris résonnèrent dans ses oreilles tandis qu'il le menottait. Je n'ai pas tué ma femme. 2 semaines plus tard, au tribunal pénal de New York, le procès le transperça comme un couteau. L'avocat de la défense Julian Moore, jeune et tendu, entra dans la salle d'audience, les dossiers à la main. Votre honneur, commença-t-il, mon client est un ancien lieutenant de la brigade criminelle, sans antécédent judiciaire, qui a pleinement coopéré à l'enquête. La juge Marie Garcia ajusta ses lunettes et feuilleta le dossier. Le couteau portait les empreintes digitales de l'accusé. Aucune trace d'effraction. La porte était intacte. Il était la seule personne présente sur les lieux. Julian hésita avant de poursuivre, les empreintes auraient pu être celles d'une utilisation antérieure. C'était un couteau de cuisine, mais c'était l'arme du crime. Lucie Herrera a ensuite pris la parole. Ses cheveux bruns étaient attachés en arrière, les yeux baissés. Prochain témoin, Lucie Herrera, meilleure amie de la victime, a annoncé le juge. Julian se leva. Permission de contre-interrogatoire après témoignage. Le juge acquiesça. Mademoiselle Herrera, qu'avez-vous à dire ? Demanda Julian. Lucie leva les yeux, la voix tremblante mais ferme. J'ai vu des bleus sur Isabelle. Sur ses bras, son cou. Une fois, elle a pleuré et m'a dit que Daniel l'avait giflée parce qu'elle avait oublié d'acheter de la sauce de poisson. Des murmures emplirent la salle d'audience. Daniel, assis à la place de l'accusé, cria « Vous mentez. Je n'ai jamais levé la main sur elle. » Lucie se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes. Je ne voulais pas dire ça, mais j'avais peur. Si je me taisais,
quelqu'un d'autre risquait de mourir. Julian se leva d'un bond. Votre honneur, aucune preuve ne vient étayer ce témoignage. Ce ne sont que des oui-dire. Le juge a frappé du marteau, ramenant la salle d'audience à l'ordre. Daniel s'effondra, la tête appuyée sur la table. Il murmura d'une voix tremblante, comme s'il avait perdu la raison. « Isabelle, tu sais que je n'ai rien fait, n'est-ce pas? S'il te plaît. » Le verdict était tombé après 3 longs jours de délibération. Fort de preuves solides et de témoignages crédibles, le tribunal condamna Daniel Martinez à 20 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Daniel entendit ces mots comme s'ils sortaient des profondeurs d'une tombe. Chaque phrase lui parut comme une lame tranchante qui le transperçait. Les menottes se resserrèrent autour de ses poignets et il fut traîné hors de la salle d'audience. Dehors, le couloir était rempli de flashs d'appareils photo et de journalistes murmurant. L'un d'eux murmura, « Les flics ne sont pas différents des criminels. » Un homme d'âge moyen, les yeux injectés de sang et la voix étranglée par la colère, s'approcha d'Anthony Delaney, le père d'Isabelle. « Daniel, tu as pris ma fille. Je prie Dieu que tu pourrisses là-dedans. » Daniel ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. De retour à la prison d'Attica, Daniel n'était plus seulement un homme. Il était désormais le tueur d'épouses, la risée des détenus, une cible privilégiée. Chaque matin, Matteo ouvrait la porte de sa cellule à coups de pied. « Bonjour, traître, disait-il avant de le railler davantage. Un après-midi, juste après le retour de Daniel de l'infirmerie avec une légère fièvre, 3 détenus l'ont coincé. « J'ai entendu dire que tu étais flic, grommela Vincent, un homme tatoué. Comment te sens-tu maintenant, d'être la victime, implora Daniel. S'il te plaît, je ne veux pas me battre. Le deuxième détenu, Matt, sourit. Qui a parlé de bagarre? On veut juste que tu prennes une douche. Sur ce, les 3 détenus versèrent des seaux d'urine sur la tête de Daniel. Ça suffit, supplia-t-il, mais ils le jetèrent au sol. Sa tête heurta violemment le lavabo, du sang coulant de son front. Arrête de faire ton noble jeu, ricana Martinez. Le 3e détenu, Ricky, se pencha vers lui. Un flic qui bat sa femme à mort. Quel honneur crois-tu qu'il te reste? Daniel resta immobile, la douleur de ses blessures presque insupportable, jusqu'à la tombée de la nuit. Personne ne l'aida. Personne n'appela les secours. Un jour, convoqué au bureau d'orientation, Daniel parvint à peine à dire « Je veux appeler ma fille ». C'est son anniversaire aujourd'hui. L'agent Matteo, le regardant avec dédain, répondit froidement « Cette petite fille, Sophia ? Personne ne veut entendre ta voix. » Les jambes de Daniel tremblaient tandis qu'il se détournait, chaque refus lui infligeant un nouveau coup douloureux. Alors qu'il traversait le couloir, Vincent, le détenu tatoué, lui fit un signe moqueur à travers une vitre. « Joyeux anniversaire à votre fille », lança-t-il d'une voix pleine de malice. Des rires résonnèrent à travers les murs de la prison, mais Daniel ne répondit pas. Il ne savait plus où il allait. Le dîner à la prison d'Attica se composait d'une maigre bouillie de riz sec, d'un bouillon si liquide qu'il ressemblait à peine à de la nourriture, et de 2 tranches de pommes de terre froides. Daniel était assis au fond de la pièce, loin des groupes de détenus turbulents qui criaient et riaient. Rory, un homme aux cheveux longs en prison pour enlèvement, jeta un coup d'œil à la table de Daniel et ricana, « Regardez-le, il s'imagine probablement dîner avec le corps de sa femme. » Vincent éclata de rire en frappant la table avec sa cuillère. « Dis, Martinez, tu n'écris pas sur ton mur ce soir? Pourquoi ne pas changer? » Je l'ai fait, mais je le regrette. Daniel ne répondit pas. Il versa simplement du riz dans son bol, machinalement. Rory, faisant mine de passer, jeta soudain un verre d'eau plein au visage de Daniel. « Oups, ma main a glissé, dit-il d'une voix moqueuse. Matteo, qui observait de loin, ne fit rien. Daniel s'essuya le visage en silence, acceptant l'humiliation. Cette nuit-là, une fois le silence revenu dans la prison, Daniel se réveilla avec une vive douleur à la poitrine. Il toussa violemment, chaque toux lui faisant monter le sang aux lèvres. Le lendemain matin, il fut envoyé à l'infirmerie. Le docteur Karl Martin, un homme aux cheveux gris portant d'épaisses lunettes, l'examina. « Depuis combien de temps toussez-vous du sang » demanda Karl. « Depuis quelques jours » répondit faiblement Daniel. « Avez-vous de la fièvre » ? « Oui, elle a atteint près de 39 degrés Celsius. » Karl prit quelques notes et demanda à l'infirmière Luna d'emmener Daniel faire une radiographie pulmonaire.
Une heure plus tard, après avoir examiné les radiographies, Karl soupira. Vos poumons présentent des lésions visibles. Probablement une tuberculose. Je vous enverrai un échantillon pour confirmation. Daniel resta silencieux, l'esprit engourdi. Karl poursuivit, vous avez besoin d'un traitement, mais les conditions ici ne sont pas faciles. Si vous ne coopérez pas, je m'en fiche. Daniel l'interrompit, laissez-moi juste écrire une lettre. Karl le regarda un instant, puis hocha légèrement la tête. D'accord, mais pas trop. Les 2 jours suivants, Daniel écrivit 3 lettres. Toutes à la même personne, Sophia. Ma fille, il fait froid et il pleut aujourd'hui. Tu me manques. Je ne sais pas comment tu vas. Je n'ai pas tué ta mère. Quoi qu'on dise, je suis toujours ton père. Crois-moi, s'il te plaît. Son écriture tremblait de fièvre, mais il écrivait avec soin. Chaque lettre était remise à l'agent Matteo pour être postée. À chaque fois, Matteo souriait, des lettres pour la petite princesse. Tu crois qu'elle a envie de les lire? Daniel ravala sa colère. S'il te plaît, envoie-les. Mais au fond, Daniel savait que ces lettres ne quitteraient jamais la prison. Une semaine plus tard, alors qu'il nettoyait le bloc de la DB, Daniel entendit 2 détenus, Rory et Ricky, chuchoter derrière lui. On dit que la fille de Martinez vient de passer à la télé, dit Rory. Vraiment? Quelque chose d'intéressant, répondit Ricky. Oui, elle a été interviewée par un journaliste. Le cœur de Daniel se serra. Il se retourna. Tu parles de Sophia, demanda-t-il, la voix nouée d'inquiétude. Rory plissa les yeux. Pourquoi demander, mec? Tu devrais savoir te taire. Daniel serra les poings. Je suis son père. Ricky éclata de rire. Père? Tu es sûr qu'elle l'admet encore? Ce soir-là, Matteo jeta une vieille tablette sur la table de Daniel. L'écran était sombre et rayé. Tiens, regarde ça. La prison te l'autorise pour que tu arrêtes de faire semblant d'être pitoyable. Daniel hésita, puis appuya sur lecture. L'écran s'alluma, montrant Sophia recroquevillée dans la cour de récréation de l'orphelinat de Brookfield. Une journaliste, Clara Jamson, l'interviewait. « Ton père te manque-t-il » demanda doucement Clara. Sophia baissa la tête et murmura « Non ». « Pourquoi ne voulez-vous pas le voir » insista le journaliste. Sophia leva les yeux, le regard vide. « J'ai peur de mon père. Je ne veux pas le voir. » Daniel sentit son cœur se briser. Le journaliste demanda « Certains disent que votre père est désolé et veut s'excuser. Qu'en pensez-vous » Sophia se mordit la lèvre, puis secoua fermement la tête. Il ne s'apitoie que sur son sort. Avant que Daniel puisse réagir, une voix derrière lui l'interrompit. Elle est fatiguée. On termine l'interview ici. L'écran devint noir. Daniel fixait le vide, ses mains glissant de la tablette qui tomba au sol avec fracas. Matteo ricana, tu vois? Ce gamin sait exactement qui tu es. Arrête de rêver. La douleur dans la poitrine de Daniel déferla comme un raz-de-marée. Tout autour de lui se brouilla, et il s'effondra au sol, sa tête heurtant le cadre du lit. Avant de perdre connaissance, il entendit à peine quelqu'un crier « Homme à terre !» Appelez le médecin. À son réveil, Daniel était de retour à l'infirmerie, Karl debout près de lui, vérifiant sa tension. « Tu es stable maintenant » dit Karl doucement. « Mais si tu continues à refuser de manger ou de te faire soigner, tu ne survivras pas à cet hiver. » Daniel tourna la tête vers le mur. « Quelle raison ai-je de vivre » murmura-t-il. Karl marqua une pause, puis répondit doucement, « Parfois, la raison de vivre n'est pas la vérité. Parfois, c'est juste l'espoir que quelqu'un, quelque part, ne vous ait pas oublié. » Daniel eut un rire amer. « Là-bas, plus personne ne croit en moi. » Karl se tut. Le lendemain, un nouveau journaliste arriva à la prison. Il était jeune, portait des lunettes et semblait dépaysé dans cette atmosphère oppressante. Il s'appelait Marcus Rivera. Après avoir quitté le bureau du directeur, Marcus aperçut Karl devant l'infirmerie, en train de prendre des notes. « Bonjour, docteur » le salua Marcus. « Vous êtes Karl Martin, n'est-ce pas » Karl hocha la tête. « Vous êtes le nouveau journaliste » « Oui » répondit Marcus. « Je travaille sur un sujet concernant la réforme pénitentiaire. »
J'ai entendu dire qu'il y avait un détenu nommé Daniel Martinez. Il était policier. Karl hésita. Que essaies-tu d'écrire? Marcus secoua la tête. Je ne sais pas encore. J'ai juste l'impression que son histoire n'a pas de sens. Karl resta silencieux un instant avant d'acquiescer. Alors tu devrais parler à Martinez lui-même. Mais n'attends pas grand-chose. Il vit comme un fantôme. Je veux essayer. Peut-être y a-t-il quelque chose que personne n'a encore entendu. Daniel a écrit 13 lettres à sa fille en 3 mois. Chaque ligne était écrite d'une main tremblante, l'encre s'effaçant sous l'effet du sang et de la fièvre, et pourtant il continuait d'écrire. Chaque lettre commençait de la même façon, « Tu me manques tellement, Sophia ». Mais aucune n'a reçu de réponse. Daniel était assis sur une chaise en bois pourri à l'infirmerie, les yeux fixés sur la fenêtre grillagée. Un faible rayon de soleil perçait les nuages gris. Il demanda doucement, « Docteur Martin, pensez-vous qu'elle a reçu les lettres que je lui ai envoyées ?» Le docteur Karl Martin ne répondit pas immédiatement. Il feuilleta un dossier médical, puis répondit d'un ton neutre, « Je ne suis pas responsable du courrier, mais pensez-vous qu'elle ne veuille vraiment pas les lire ?» Il posa son stylo et croisa le regard de Daniel. « Je ne pense pas que le problème vienne de la fille. » Daniel s'affaissa, le visage enfoui dans ses mains. « Elle a peur de moi, » murmura-t-il. « J'ai vu cette vidéo. » La peur dans ses yeux. Je ne la reconnaissais même plus. La voix de Karl s'adoucit. On peut inculquer n'importe quoi à un enfant avec assez de temps et de cruauté. Pendant ce temps, dans un appartement du 3e étage de l'Upper East Side, Lucy Herrera posa son verre de vin et appela sa vieille femme de chambre. « Paula, va chercher le manteau de Sophia. Je l'emmène à son cours de piano. »« Oui, madame, » répondit-elle. Sophia était assise tranquillement dans un coin, serrant contre elle une vieille bande dessinée. Ses yeux, autrefois pleins de vie, semblaient maintenant vides. Lucy s'approcha et s'assit sur la chaise en face d'elle. « Ma chérie, tu as un nouveau morceau à apprendre aujourd'hui. Ton professeur a hâte de te voir. »« Je ne veux pas y aller, » répondit Sophia d'une voix basse et distante. Lucy pinça les lèvres. « Tu sais, les filles sages écoutent toujours les adultes, n'est-ce pas ?» Sophia leva les yeux, la voix tremblante. « Mais je ne comprends pas pourquoi. »« Pourquoi ?» Lucy adoucit la voix, mais son regard resta perçant. « Pourquoi ?»« Parce que papa n'est pas venu me chercher. » Sophia cligna des yeux, les mots suspendus dans l'air. « Parce qu'il est en prison. » « Exactement. »« Et tu sais pourquoi ?» insista Lucy. Sophia hocha la tête, la voix tremblante lorsqu'elle prononça « Parce qu'il a tué maman. » Lucy hocha la tête avec satisfaction, puis serra Sophia fort dans ses bras. « C'est vrai. Mais il n'y a rien à craindre. Je serai toujours là pour toi. Il ne s'approchera plus jamais de toi. » Ce jour-là, le journaliste Marcus Rivera s'est rendu à l'orphelinat de Brookfield, où Sophia était détenue. Il a attendu près d'1 heure dans la salle d'attente avant d'être enfin autorisé à rencontrer la responsable, Madame Irene Sanders. « Je suis journaliste d'investigation, » dit Marcus en montrant son badge de presse. « J'enquête sur le cas de Monsieur Daniel Martinez. » Irene haussa un sourcil. « C'est un meurtrier condamné. Que faut-il enquêter de plus? Je ne crois pas que l'affaire ait été entièrement élucidée, et j'aimerais poser une question sur Sophia. » Madame Irene soupira en croisant les bras. « Vous êtes la 17e personne en 3 mois à poser des questions sur cette fille. Soyons clairs, personne n'est autorisé à la voir sans une ordonnance du tribunal. Je ne veux pas lui faire de mal. J'ai juste besoin de savoir si elle n'a vraiment jamais reçu de lettre de son père. » Irene regarda Marcus, puis se leva et se dirigea vers un classeur. Elle en sortit une liasse de vieilles lettres, nouées d'un ruban argenté. « Ce sont les lettres que Daniel Martinez a envoyées. Nous ne les avons jamais données à la fille. »« Pourquoi ?» demanda Marcus, stupéfait. « Sa tutrice légale, mademoiselle Lucy Herrera, nous a demandé de ne laisser aucune correspondance de la défenderesse parvenir à Sophia, même manuscrite. Nous n'avons aucune autorité pour nous y opposer si la tutrice l'a signée. C'est le règlement. » Marcus hésita. « Puis-je demander une copie de ces lettres ? » Irene resta silencieuse un instant avant de répondre, « Si vous avez l'autorisation d'un avocat ou d'un organisme d'enquête, j'y réfléchirai. Sinon, je ne peux plus rien faire. » Daniel était devenu maigre. Son uniforme de prisonnier pendait de son corps frêle comme un sac en lambeaux.
Il était assis dans la cour de la prison, les bras enroulés autour d'une pile de papier. Chaque jour, il écrivait une nouvelle lettre, même s'il savait qu'elle n'atteindrait jamais son destinataire. Marcus est revenu nous rendre visite. Cette fois, il a apporté une clé USB. Il y a une vidéo, a-t-il dit pendant leur visite. Je pense que vous devriez la voir. Daniel accepta lentement la tablette que Marcus lui tendait. L'écran s'illumina, révélant des images de Sophia en séance de thérapie. Le docteur Paul Ross, psychologue, lui parlait. Vous souvenez-vous de quelque chose du jour où votre mère est décédée, a-t-il demandé. Sophia secoua la tête. Non, j'étais chez ma grand-mère. Alors, es-tu sûr que ton père a tué ta mère, demanda le docteur Ross. Lucie, assise dans un coin de la pièce, l'interrompit aussitôt d'une voix sèche, « Excusez-moi, cette question est déplacée. » Le docteur Paul est resté calme. Je l'aide simplement à clarifier ses souvenirs. Sophia hésita avant de répondre. Je ne m'en souviens pas, mais tout le monde dit que c'était mon père. Est-ce que ton père t'a déjà fait du mal? Sophia resta silencieuse, son regard se tournant vers Lucie avant de se laisser tomber au sol. Non, murmura-t-elle. Il ne m'a jamais frappé. Les larmes de Daniel commencèrent à couler. Marcus parla doucement. J'ai obtenu cette vidéo d'une source confidentielle. Ils ont dit que cette séance de thérapie n'avait jamais été rendue publique parce que Lucie l'avait bloquée. Daniel serra les poings. Je le savais. Elle ne m'a pas oublié. Ils lui ont fait croire quelque chose qui n'est pas vrai. Marcus hocha la tête. Et je vais le prouver, quoi qu'il arrive. Cette nuit-là, Daniel ne dormit pas. Pour la première fois depuis des mois, il se rasa. Dans le miroir fissuré, le visage qui le fixait n'était pas celui d'un criminel, mais celui d'un père se préparant à la bataille finale pour sa fille. Tôt le lendemain matin, lorsque le docteur Karl Martin est arrivé pour sa visite médicale, il a été surpris de voir Daniel assis bien droit, les yeux plus brillants que d'habitude. « Ça va ? » « Non, » répondit Daniel. « Mais pour la première fois depuis des années, je sais que je dois rester en vie. » Karl hocha lentement la tête. « Tant mieux, parce que personne d'autre ne se battra pour toi. » Daniel était assis sur un lit d'hôpital à l'infirmerie de la prison d'Attica, son corps frêle enveloppé dans une fine couverture délavée. Il toussait fortement, du sang rouge foncé maculait parfois les commissures de sa bouche. L'air sentait le désinfectant et l'humidité. Karl Martin entra, une fiole à la main, le visage solennel. Il fixa Daniel un long moment avant de parler. Les résultats des tests sont arrivés. Vous souffrez d'une tuberculose pulmonaire avancée. Daniel hocha la tête, comme s'il le savait déjà. Combien de temps me reste-t-il? Karl ne répondit pas immédiatement. Il s'assit, les doigts entrelacés. Avec un traitement intensif, peut-être quelques mois. Mais vu votre état actuel, je vous recommande de vous préparer. Daniel laissa échapper un rire sec. Se préparer à quoi? Je n'ai rien à laisser derrière moi. Pas d'argent, pas de visiteurs. Ma fille ne croit même pas que je suis son père. Karl soupira. Tu peux encore lui laisser quelque chose. Même si ce n'est qu'un dernier câlin. Daniel resta silencieux un instant, puis se redressa brusquement, une étrange lueur dans les yeux. Je veux la voir juste une fois avant de mourir. 3 jours plus tard, dans le bureau du directeur, une requête manuscrite gisait sur le bureau. Les lettres tremblaient, mais les mots étaient pleins de supplications. Moi, Daniel Martinez, détenu numéro 18 à 55, demande instamment à voir ma fille biologique, Sophia Martinez, une dernière fois. Je ne demande que 5 minutes pour voir son visage, ne serait-ce qu'à travers une vitre. Si ce moment doit être mon dernier en tant qu'être humain, je veux emporter avec moi le regard de mon enfant. L'agent Matteo parcourut la lettre en plissant les yeux. C'est touchant. Mais qui va approuver une lettre pareille? Karl Martin, debout à proximité, répondit lentement, il est mourant, Matteo. Chaque jour le rapproche de la fin. La prison a déjà accordé des visites humanitaires à des personnes en fin de vie. Matteo haussa les épaules. D'accord. Envoyez-le au bureau du directeur. Laissez-les s'en occuper. Dans une résidence de luxe près de Central Park, Lucie Herrera était assise dans le salon, feuilletant les pages de son téléphone lorsque la sonnette retentit. Elle découvrit un coursier tenant une enveloppe. « Mademoiselle Lucie Herrera » demanda-t-il. « Oui, c'est moi » répondit-elle en prenant l'enveloppe,
fronçant les sourcils en voyant le cachet. Elle l'ouvrit rapidement et la claqua sur la table. « Hors de question, murmura-t-elle. Elle appela aussitôt son avocat, maître Arthur Graham. Daniel Martinez a demandé à voir Sophia. Je ne le permettrai pas rédiger une objection formelle immédiatement, dit calmement Arthur. Ne vous inquiétez pas. J'enverrai un avis de refus à l'établissement cet après-midi. Compte tenu de votre tutelle légale, personne ne peut vous forcer à consentir. Lucie se leva et arpenta la pièce. Sophia dessinait dans la pièce voisine. Lucie entra et s'assit à côté d'elle. « Chérie, dit-elle doucement. » Sophia leva les yeux. « Qu'y a-t-il, mademoiselle Lucie ? Quelqu'un a envoyé une lettre demandant à vous voir. Savez-vous qui c'était ? » Sophia baissa la tête en silence. Lucie lui caressa doucement les cheveux d'un ton froid. « Tu n'as à t'inquiéter de rien. Je ne laisserai personne te faire du mal. Ton père n'est pas un homme bien, et tu n'as pas besoin de le revoir. » Sophia murmura, « Mais s'il est vraiment en train de mourir ?» Lucie l'interrompit d'une voix sévère. « Ne te laisse pas avoir, Sophia. Les hommes comme lui diraient n'importe quoi pour attirer la sympathie. » Pendant ce temps, dans la salle de rédaction du Enquête américaine, Marcus Rivera relut la lettre de demande de Daniel sur son écran. Il soupira, puis ouvrit une nouvelle publication sur les réseaux sociaux, en y joignant une image scannée de la lettre. Que l'on soit coupable ou non, voici la lettre d'un père mourant. Nous avons le droit d'être en colère, mais un enfant a aussi le droit de choisir une dernière étreinte. #justice est plus que loi. Qu'il prenne sa fille dans ses bras. La publication a immédiatement eu un succès retentissant. En 2 heures, elle a été partagée plus de 5000 fois et a été inondée de commentaires. Certains ont exprimé leur indignation. À Carmen, 92 ans, les meurtriers ne méritent aucune pitié. N'humanisez pas un monstre. Mais d'autres ont exprimé leur compassion. À Luis Miguel, 83 ans, si j'étais à votre place, quelle que soit ma colère, je voudrais que mon enfant voie la vérité de ses propres yeux. À Myriam Pointé, j'ai perdu ma mère quand j'étais jeune. Si quelqu'un m'avait empêché de la revoir une dernière fois, je ne lui aurais jamais pardonné. Le lendemain matin, Marcus a reçu un courriel d'un compte anonyme dont l'objet était « J'ai ce qu'il vous faut ». Le message disait « Rendez-vous au Blue Bottle Coffee, 17h ». Curieux mais prudent, Marcus est arrivé au petit café au coin de Buswick à 17h. Une femme d'âge moyen portant un bonnet et des lunettes de soleil était assise dans une cabine d'angle. « Tu es Marcus ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, et tu le es ?» J'étais domestique chez Lucie Herrera. Je sais ce qui s'est passé entre elle et Isabelle. Marcus se figea. Tu sais quoi? La femme sortit un bout de papier de la poche de son manteau. Je ne le dirai qu'une fois. Lucie et Isabelle ont eu une violente dispute. Je l'ai entendu depuis le salon. Il s'agissait d'un certain Ray. Quelques jours plus tard, Isabelle était morte. Ray? Nom de famille, demanda Marcus. Je ne sais pas. Mais Isabelle a crié, je m'en fiche que tu sois amoureuse de Ray. Et Lucie a hurlé, sans toi, je l'aurais encore. Marcus griffonna quelques notes. Seriez-vous prêt à témoigner? La femme secoua fermement la tête. Non, je te donne juste une piste. Ne dis pas mon nom. J'ai une famille. Merci. Ça suffit. Je sais ce que je dois faire. Cette nuit-là, Marcus est retourné à la salle de rédaction et a publié un deuxième article. Est-ce que l'un d'entre nous connaît vraiment toute l'histoire qui n'a jamais été racontée? Un père interdit de voir sa fille. Une mère décédée dans des circonstances suspectes. Un meilleur ami qui contrôle désormais tous les aspects de la vie d'un enfant. Il est temps de réexaminer le cas de Daniel Martinez. #justice ou seconde exécution. La publication est devenue virale. En moins d'une demi-journée, un groupe de jeunes avocats a annoncé sa volonté de rouvrir l'enquête. Au même moment, le cabinet de l'avocat Graham a publié un contre-déclaration, affirmant fermement, toute tentative de sauver la réputation d'un meurtrier ne fait qu'ajouter à la douleur de la victime. L'opinion publique était divisée. Un camp exigeait la réouverture du dossier, tandis que l'autre réclamait l'anéantissement du dernier espoir de Daniel. À l'infirmerie, Daniel déplia un extrait d'un message publié sur les réseaux sociaux. C'était l'article de Marcus, accompagné de centaines de commentaires de soutien. Il regarda Karl Martin. « Il commence à m'entendre » murmura Daniel.
Karl hocha lentement la tête. Ce ne sera peut-être pas rapide, mais au moins ta voix n'est plus enfouie sous des murs de pierre. Daniel pleurait, non pas de joie, mais parce que, malgré sa douleur, il se sentait encore humain. La salle de visite spéciale du centre correctionnel d'Attica était étouffante ce matin-là. Un panneau au mur indiquait « Zone de visite réformée ». Enregistrement privé interdit. Contact physique interdit. Durée, 5 minutes. Daniel était assis derrière la vitre sans teint, les mains tremblantes sur la table, le bout des doigts secs et craquelés par le froid. Son uniforme de prisonnier, délavé et trop grand, ne dissimulait pas sa silhouette squelettique. Dehors, Karl Martin observait par la fenêtre, l'inquiétude gravée sur le visage. La porte s'ouvrit et un surveillant conduisit Sofia à l'intérieur. Elle portait un pull bleu ciel, les cheveux soigneusement attachés, son petit visage baissé, trop effrayé pour lever les yeux. Lucie la suivait de près, son regard perçant à travers la vitre tandis qu'elle fixait Daniel. Le superviseur parlait doucement. 5 minutes. Tout comportement inapproprié entraînera la fin immédiate de la réunion. Daniel se leva brusquement, posant la main sur la vitre qui les séparait. Il ne put retenir un cri de cheval qui montait de sa gorge. Sophie. Sofia leva les yeux, ses yeux ronds emplis d'incertitude, tandis qu'elle fixait l'homme décharné devant elle. Elle dit doucement, « Papa ». Daniel laissa échapper un rire et un sanglot, des larmes coulant librement sur ses joues. « C'est moi, ma chérie. Tu as tellement grandi. Tu es belle, comme ta mère. » Lucie se tenait derrière Sofia, les bras croisés, le regard perçant. Sofia ne souriait pas. Sa voix était faible mais ferme. « Je ne suis pas ta fille. » Daniel se figea. Sa main glissa du verre. « Quoi? Que as-tu dit ?» Sofia recula. « Maman est morte à cause de toi. Tu es un homme mauvais. J'ai peur de toi. » « Non, ce n'est pas vrai. » Daniel se précipita en avant et frappa la vitre du poing. « Je n'ai jamais fait de mal à ta mère. Je l'aimais, et je t'aime plus que tout au monde. » Lucie s'avança et tapota légèrement l'épaule du superviseur. « Je demande que cette séance soit terminée s'il continue à escalader la situation. » Daniel haletait, essayant de réprimer une toux qui lui montait à la poitrine. Du sang coulait du coin de sa bouche. Il tremblait violemment, sa voix se brisait. « Sofia, tu te souviens quand tu étais petite et que je te portais sur le balcon tous les soirs? Tu pointais l'étoile du soir et disais, « Celle-là est à moi. » Je m'en souviens comme si c'était hier. Sofia se mordit la lèvre. Pendant un bref instant, quelque chose vacilla dans son regard, mais la voix de Lucie la perça. « Ça suffit, Sofia. On s'en va. » Daniel cria, sa voix brisée. « S'il vous plaît, encore une minute. Laissez-moi vous observer encore un peu. » Sofia se détourna et marcha rapidement vers la porte. Avant de disparaître, elle marqua une courte pause, sans se retourner, et murmura. « Au revoir, monsieur. » La porte claqua. Daniel s'effondra, son corps entier s'effondrant comme un sac de sable. Il se tenait le ventre, toussant violemment, le sang imbibant son col de prisonnier. Karl se précipita à l'intérieur, criant au superviseur, « Appelez le médecin de garde. Il est sur le point de s'évanouir. » Mais Daniel murmurait déjà à voix basse, à travers sa toux haletante. « Je suis désolé si c'est la dernière fois que tu me vois. » Dans le couloir, Lucie serrait fermement la main de Sofia. La jeune fille gardait la tête baissée, silencieuse. Un médecin qui passait la reconnut. « Vous êtes Sofia Martinez, n'est-ce pas? Le docteur Martin vous a déjà mentionné. » Lucie intervint immédiatement. « Pas Martinez. Elle s'appelle Sofia Herrera. Nous avons déjà déposé la demande de changement de nom. » Le médecin hésita. « Oh, désolé. C'est juste ton père, Daniel. Il a l'air vraiment malade. » Sofia lui tira doucement la main, mais Lucie la serra plus fort. « Allons-y. Personne ici ne mérite qu'on s'en souvienne, Sofia. » De retour à l'infirmerie, Daniel était allongé sur le lit, les mains encore tremblantes. Karl essuya le sang de sa bouche avec une serviette chaude. « Vous avez besoin de liquide. J'ai prescrit des antibiotiques plus puissants, mais je ne peux pas vous promettre que nous aurons assez de temps. » Daniel murmura, presque essoufflé. « Elle ne me croit pas. » « Ce n'est pas ta faute, » répondit Karl d'une voix basse et triste.
Daniel fixait le plafond, les yeux vitreux. Mais elle m'a regardé et m'a appelé « Monsieur », comme un étranger. Karl ne dit rien de plus. Il posa simplement une main ferme sur l'épaule de Daniel. Cette nuit-là, Marcus Rivera rendit visite à Karl. Comment s'est passée la visite? Karl soupira en retirant ses lunettes. Pire que ce que j'imaginais. Ce n'était pas des retrouvailles. C'était une exécution psychologique. Marcus s'assit et sortit une pile de papier. Quelqu'un m'a envoyé des messages anonymes sur les réseaux sociaux. L'un d'eux contenait la transcription audio d'une séance de thérapie entre Lucy et le psychologue Dr Paul Ross. Cet enregistrement n'a jamais été rendu public. Karl fronça les sourcils. L'avez-vous vérifié? J'y travaille, mais il y a un passage clair où Lucy dit qu'elle ne laissera jamais la fille fréquenter quelqu'un du nom de Martinez. Je l'utiliserai s'il le faut pour demander une évaluation psychologique de Lucy. Karl hocha la tête. S'il y a encore de l'espoir, il vient de gens comme vous. Marcus le regarda et dit lentement. Je pense qu'il est temps de forcer le système à écouter. Mon prochain article ne sera pas émotionnel. Il sera basé sur des preuves. Cette nuit-là, Daniel se blottit dans son lit d'infirmerie. Une nouvelle fièvre montait. Dans son état second, il aperçut Isabelle assise près de la fenêtre, un vieux ukulélé à la main. « Tu te souviens de la première chanson que j'ai chantée ?» Daniel hocha la tête. « Tu la chantais quand Sophia dormait. »« Elle s'en souvient encore, » dit Isabelle, sa voix légère comme le vent. Mais la peur a tout recouvert. « Je suis tellement fatiguée, Isabelle. »« Mais tu n'as pas encore le droit de dormir. Je ne te pardonne pas si tu abandonnes maintenant. » Daniel ouvrit les yeux. Le plafond de l'infirmerie était gris et moisi. « Non, Isabelle. » Juste le son de son cœur battant comme un vieux tambour, prêt à éclater. Après avoir vu sa fille, Daniel était complètement épuisé. Il refusait de manger, de se faire administrer des perfusions, de parler au médecin et ne répondait à personne. Chaque matin, Karl Martin venait l'examiner et n'entendait que la même ligne brisée, comme une bande passante en boucle. Elle ne me reconnaît plus. Elle a disparu du monde que je connaissais. Karl posa à nouveau une main sur l'épaule de Daniel ce matin-là. Si tu veux vivre, je peux t'aider. Mais si tu abandonnes, ne t'attends pas à ce que quelqu'un se batte à ta place. Daniel détourna le visage. Vous l'avez vu vous-même. Marcus est attaqué en ligne. Les avocats se sont retirés. Ma fille m'appelle, monsieur. À quoi me raccrocher? Dans un bar délabré de Buswick, Marcus Rivera a rencontré un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et portant une veste en cuir usé. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer, dit Marcus en lui serrant la main. Vous êtes Scott Bennett, l'ancien collègue de Daniel Martinez. Scott hocha la tête et se versa un verre. C'était le cas, avant qu'il ne perde la tête et ne tue sa femme. Marcus s'assit en face de lui, la voix ferme. As-tu déjà cru que Daniel l'avait fait? Scott émit un petit rire sec. La croyance change-t-elle quelque chose? La presse, le tribunal, le public, ils l'ont démoli avant même que le verdict ne soit prononcé. Mais tu étais le capitaine de la brigade criminelle. Tu as dit un jour que Daniel avait l'intuition la plus fine que j'ai jamais vue. Scott resta silencieux un moment, puis posa son verre. Il pouvait entrer sur une scène de crime et découvrir le mobile en quelques minutes. Mais quand sa femme est morte, il s'est comporté comme un imbécile. Sans alibi, sans défense, sans témoin. Tout s'est retourné contre lui. Pensez-vous que Lucy Herrera était impliquée? Scott fronça les sourcils. Elle avait une dispute avec Isabelle. Je le sais. Elles ont étudié la sociologie ensemble à la fac. Il y avait quelque chose à propos d'un certain Ray, mais personne n'a creusé plus profondément. L'arme du crime portait les empreintes de Daniel. Marcus hocha la tête. Le sang sur les gants n'a jamais été entièrement analysé par ADN. J'ai trouvé une copie du rapport d'autopsie préliminaire. Il mentionnait un deuxième groupe sanguin, mais indiquait qu'il s'agissait d'un échantillon insuffisant. Je soupçonne que c'était intentionnel. Scott se leva et enfila sa veste. Tu es jeune, plein d'idéaux, mais cette affaire est un gouffre. Elle dévore quiconque s'y aventure. Daniel n'a plus rien à perdre. Moi, si, mais j'y vais quand même. Pendant ce temps, chez elle, Lucy préparait une valise rouge. Elle y fourra des dossiers et la verrouilla soigneusement.
Paula, la gouvernante, se tenait à proximité et murmura. « Madame, vous quittez vraiment New York ?» Lucy répondit sèchement. « Il ne reste plus rien ici, à part des déchets et des gens qui ne s'occupent pas de leurs affaires. » Et Sophia ? Elle sera scolarisée dans un pensionnat à San Antonio, au Texas. J'ai confié la tutelle temporaire à Maître Graham, le temps de finaliser mes démarches de déménagement. Paula déglutit difficilement. Tu n'as pas peur ? Je veux dire, d'être à nouveau interrogée. Lucy s'arrêta, puis se retourna, ses yeux aussi froids et tranchants que des lames. Si quelqu'un ose rouvrir de vieilles blessures, il en subira les conséquences. C'est fini. Daniel mourra en prison, et ce nom sera effacé à jamais de ma vie. À l'intérieur de la prison, Daniel gisait immobile comme une statue de pierre. Il refusait médicaments et nourriture. Carl entra et, pour la première fois depuis des années, éleva la voix. Si tu veux mourir, alors meurs. Mais dis-moi. Mourrez-vous parce que vous avez été accusé à tort, ou parce que vous êtes un lâche ? Daniel ouvrit les yeux, ses lèvres bougeant à peine. Personne ne me croit, alors à quoi bon vivre ? Carl s'assit à côté du lit et sortit une feuille de papier de sa poche. Marcus vient de m'envoyer une version imprimée de son dernier article. Plusieurs milliers de personnes ont signé la pétition pour la réouverture du dossier. Daniel ne réagit pas. Carl se leva, frustré. Tu étais policier, père, mari, et tu les laisses te prendre tous à s'en te battre. Silence. Au bureau de l'avocate Béatrice Raymond, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Après la publication des dernières preuves par Marcus, elle était la seule à avoir le courage de reprendre l'enquête sur l'affaire Martinez. À 9 h du matin, Béatrice frappa à la porte du bureau du directeur de l'établissement pénitentiaire d'Attica. Je représente Monsieur Daniel Martinez. Je soumets une demande urgente d'accès au dossier complet, au rapport d'autopsie original et au rapport complet de l'enquête préliminaire. Le directeur feuilleta les documents en fronçant les sourcils. Vous réalisez que cette affaire a provoqué une réaction publique massive, n'est-ce pas ? Béatrice répondit froidement. Je sais seulement que la loi ne fonctionne pas en fonction des commentaires sur les réseaux sociaux. La nouvelle se répandit rapidement. L'opinion publique était plus divisée que jamais. Chez Justice for Clara, je suis une survivante de violences conjugales. Si Daniel est innocent, je veux la vérité. Mais si c'est une erreur, qui paiera pour la fille de la femme décédée ? Chez Louise Gerorado, la justice n'a pas de date d'expiration. Si de nouvelles preuves apparaissent, elles doivent faire l'objet d'une enquête. Lors d'une diffusion en direct, Marcus a déclaré. Personne ne demande pardon pour un crime. Nous demandons la vérité. Si Daniel Martinez est innocent, c'est qu'un système a détruit un homme. S'il est coupable, alors montrez-nous les preuves irréfutables. N'enfouissez pas la vérité sous des accusations hâtives. Lucie a claqué son ordinateur portable après avoir regardé le segment. Ils pensent qu'ils vont tout déterrer à nouveau. Elle a pris son téléphone et a appelé l'avocat Graham. Bloquez tout accès aux fichiers. Si nécessaire, poursuivez le média en justice pour atteinte à la vie privée. Graham rigola. J'ai déjà commencé. Ne vous inquiétez pas. Une bande de jeunes ne peut pas nous faire tomber. Lucie se leva et sortit une vieille photo d'un tiroir. Elle la représentait, elle, Isabelle et un homme nommé Ray, à l'affluence de Buswick, des années auparavant. Elle la fixa longuement, puis la brûla silencieusement dans le cendrier. Ce week-end-là, Carl Martin entra à l'infirmerie comme d'habitude. Daniel était toujours étendu là, décharné, les yeux cernés. Mais pour la première fois depuis des semaines, il parla. Là-bas, les gens parlent encore de moi. Carl sourit. Plus que vous ne le pensez. Daniel tourna la tête vers la fenêtre à barreaux, où la pâle lumière du soleil traçait une fine ligne sur le sol carrelé. Si je peux vivre assez longtemps pour voir le jour où je serai guéri, dit-il doucement, alors peut-être que je devrais recommencer à manger. Carl hocha la tête d'une voix douce comme la brise. C'est la première chose raisonnable que j'entends de ta part depuis un mois. Marcus Rivera était assis devant son ordinateur, la lumière de l'écran illuminant son petit appartement de Williamsburg. L'horloge murale indiquait 2h11. Une lumière bleue baignait la pièce tandis que Marcus observait une vidéo en pause d'une caméra de sécurité placée derrière la boulangerie Bread of Life, à seulement 200 mètres de la maison des Martinez. Il appuya sur lecture. Une forte pluie brouillait l'objectif. Les images étaient horodatées vers 21 h,
la nuit où Isabelle était morte. Une silhouette vêtue d'un long manteau et d'une capuche entra dans le cadre, jeta un coup d'œil autour d'elle, puis déverrouilla la porte arrière d'Isabelle avec une clé personnelle. Marcus Zuma. Son visage était masqué, mais ses cheveux châtains foncés et sa légère inclinaison vers la gauche étaient reconnaissables. Lucy Herrera. Marcus Alta. C'est elle. Il a imprimé l'image, enregistré le fichier sur un lecteur externe et envoyé un message à l'avocate Béatrice Raymond. Nouvelle preuve. Rendez-vous demain matin. Urgent. Le lendemain, au bureau de Béatrice, Marcus lui présenta tout, les images de la caméra, un témoignage manuscrit de Paula, la femme de ménage, et une copie réanalysée du rapport d'autopsie d'Isabelle. Béatrice examina le tout avec une attention particulière. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait simplement d'une condamnation injustifiée faute de preuves, dit-elle, le visage crispé. Mais maintenant, c'est un meurtre délibéré. Et une tentative de dissimulation. Avec l'aide du système, ajouta Marcus d'un ton sombre. Béatrice a pris son téléphone et a appelé le service médico-légal. J'ai besoin d'une nouvelle analyse urgente de l'échantillon de sang marqué insuffisant pour analyse dans l'affaire Martinez. Utilisez les techniques de séparation d'ADN les plus avancées. Je veux des résultats au plus vite. 3 jours plus tard, les résultats arrivèrent. Béatrice ouvrit l'enveloppe scellée, Marcus à ses côtés. Je n'arrive pas à y croire, murmura-t-elle. Le rapport était sans appel, l'ADN de l'échantillon sanguin correspond à celui de Lucy Herrera. Taux de correspondance génétique, 99,97%. Marcus se figea. Elle était sur les lieux. Le sang sur le gant, celui de l'arme du crime, c'est le sien. Elle a tué Isabelle. Béatrice hocha la tête. Et maintenant, la police ne peut plus fermer les yeux. Au siège de la police de New York, le lieutenant Henry Sullivan fronça les sourcils en examinant le nouveau dossier. Lorsque Béatrice et Marcus lui présentèrent le tout, il leva les yeux. Je me souviens de cette affaire. Un policier condamné, sa femme assassinée. Toute la ville était sous le choc. Et si c'était mal, insista Béatrice. Et si votre système enfermait un innocent pendant près de 7 ans? Henry soupira. Il nous faudra une vérification indépendante, mais si tout est vérifié, j'autoriserai une nouvelle enquête et je délivrerai une convocation à Lucy Herrera. Pendant ce temps, dans un luxueux appartement de San Antonio, au Texas, Lucy sirotait un café au petit déjeuner avec son avocat, Graham. Elle restait calme pendant qu'il parlait. Ils ne trouveront rien. Cette vidéo sans identification faciale ne prouve rien. Lucy ricana. Ils pensent qu'un clip flou et quelques vieilles histoires peuvent me faire tomber? Qu'ils essaient. On ripostera avec la loi. Elle se leva et sortit sur le balcon. Sophia est en pension. Il faut que ça se termine vite. Je ne laisserai pas ça l'affecter. Juste à ce moment-là, le téléphone de Graham sonna. La voix d'un policier résonna. Nous demandons à Madame Lucy Herrera de se présenter au siège du NIP ce lundi pour une enquête approfondie sur l'affaire Martinez. Graham se tendit. Pour quelle raison? Nous disposons de preuves ADN, de témoignages et d'une vidéo de la scène. Si Madame Herrera refuse de se conformer à ces ordres, un mandat d'arrêt sera émis. Lucy entendit chaque mot. Sa tasse de café lui glissa des mains et se brisa sur le sol. Ce lundi-là, Lucy était assise dans la salle d'interrogatoire du quartier général de la police de New York. Face à elle se trouvait l'agent Sullivan, Béatrice et une caméra. Marcus observait la scène en silence, derrière un miroir sans teint. Mademoiselle Herrera, commença Sullivan, étiez-vous chez Isabelle Martinez la nuit du meurtre? Lucy pinça les lèvres. Je ne me souviens pas très bien. Béatrice fit glisser le rapport ADN imprimé sur la table. Votre sang a été retrouvé sur un gant abandonné près de la scène de crime. Lucy tremblait. Je lui ai déjà rendu visite. Peut-être à cette époque. La voix de Béatrice devint glaciale. Les images de sécurité de la boulangerie derrière sa maison vous montrent entrant chez Isabelle à 21h02, heure estimée du décès. Le ton de Sullivan se durcit. Vous devez dire la vérité. La nier maintenant ne fera qu'aggraver les accusations. Lucy regarda autour d'elle. Après un long silence, elle se renversa en arrière et se couvrit le visage des 2 mains. D'accord. Je vais parler. Béatrice se redressa sur son siège.
Sullivan appuya sur le bouton d'enregistrement. Lucie halta. Je suis allé chez Isabelle parce qu'on s'était disputé quelques jours plus tôt, des vieilleries à propos de riz. J'ai aimé riz en premier, mais il a choisi Isabelle. Je ne pouvais pas l'accepter. Et vous l'avez tué, demanda Sullivan. Lucie murmura, je ne voulais pas. Je voulais juste parler. Mais elle m'a traité de pathétique, a dit que Ri ne m'avait jamais aimé. J'ai perdu le contrôle. Je l'ai poussé et puis, je ne me souviens plus très bien. Le couteau. Je ne me souviens plus. J'ai vu du sang. J'ai paniqué. Je me suis enfui par la porte de derrière. La voix de Béatrice tremblait. Tu te rends compte que tu as envoyé Daniel Martinez en enfer pour quelque chose qu'il n'a pas fait? Lucie resta silencieuse un instant, puis fondit en larmes. J'allais tout avouer au début, mais j'ai ensuite saisi l'occasion de les effacer tous les deux. Isabelle et Daniel m'avaient tout pris. À la prison d'Attica, Daniel était allongé sur le lit de l'infirmerie, des tubes à oxygène dans le nez. Karl entra, un dossier à la main. Il y a des nouvelles, dit-il en s'asseyant à côté de lui. Daniel murmura, Docteur Martin. Je ne peux plus tenir très longtemps. Karl sourit doucement. Il faut que tu vives pour entendre ça. Lucie Herrera a avoué. La police l'a inculpé. Et je viens de recevoir l'ordre de te transférer à New York pour que tu sois publiquement innocenté. Des larmes coulaient sur les joues creuses de Daniel. 3 ans. J'ai attendu chaque nuit, pas la liberté, juste pour entendre ça. Karl lui serra la main. Tu es toujours en vie. Et la vérité a parlé. La nouvelle des aveux de Lucie Herrera a fait le buzz sur les réseaux sociaux et les réseaux d'information. Le hashtag #justice pour Daniel s'est répandu en quelques heures. Chaque détail a été rapporté, comment un homme avait été détruit par un simple mensonge. Par une claire matinée de mars, un véhicule de transport franchit la porte principale d'Attica. À l'intérieur, Daniel Martinez était assis, les mains libres sur ses genoux. Il n'était pas enchaîné par un geste anodin, mais pour Daniel, c'était le premier pas vers sa réincarnation. Le docteur Karl Martin l'a accueilli à l'entrée et lui a posé une main sur l'épaule. Sors et ne regarde pas en arrière. Daniel hocha la tête. Vous m'avez cru toutes ces années. Merci, docteur Martin. Non, Daniel. Tu m'as appris que parfois, la science et la médecine ne sont que des prétextes pour se taire. Tu as choisi de te battre. Le portail s'ouvrit. Daniel sortit, le visage baigné de soleil. Une foule de journalistes l'attendait. Les flashs des appareils photo, les micros tendus, mais il n'entendit rien. Jusqu'à ce qu'une voix familière se fasse entendre. Papa. Derrière la barrière de sécurité, une jeune fille en robe grise courut vers lui. Un garde s'avança pour l'intercepter, mais Béatrice intervint. C'est sa fille. Laissez-la passer. Daniel se retourna et la vit. Sophia était plus âgée, plus grande, plus mince qu'il ne l'imaginait, mais ses yeux étaient les mêmes. Le même regard brillant qu'il avait un jour embrassé pour lui souhaiter bonne nuit. Elle s'arrêta devant lui, incertaine. Papa, tu es en colère contre moi. Daniel tomba à genoux et posa ses mains sur ses épaules. Non. Jamais. Pas une seule fois. Sophia fondit en larmes et le serra dans ses bras. Je suis désolé. J'ai cru à quelque chose qui n'était pas vrai. Mais maintenant, je sais. Il la serra fort et l'embrassa sur le haut du crâne. Tout va bien. Tu es là. C'est tout ce qui compte. L'étreinte a été retransmise en direct dans tout le pays. Un présentateur de RTV, visiblement ému, a déclaré « C'est l'un des actes d'humanité les plus puissants que nous ayons jamais vus. » Des milliers de commentaires ont afflué, je n'arrête pas de pleurer. La justice est arrivée tard, mais pas trop tard. 3 envolées. Mais il a toujours sa fille. 3 semaines plus tard, à la Cour suprême de New York, Daniel Martinez était officiellement disculpé. Le juge en chef a lu le verdict. Après avoir examiné de nouveaux éléments de preuve, dont les aveux directs de Lucie Herrera et une analyse médico-légale corroborée, le tribunal annule par la présente toutes les condamnations antérieures prononcées contre M. Daniel Martinez. Nous présentons des excuses officielles pour la grave omission qui a conduit à son incarcération injustifiée pendant près de 3 ans. Daniel resta assis en silence, les poings serrés. À la fin de la séance, il se leva et s'inclina profondément devant la tribune du public. Marcus,
Béatrice, Karl et des centaines de sympathisants se levèrent pour applaudir. Lucy n'a pas assisté à l'audience. Elle est restée en isolement à la prison de Bedford Hills, en attendant son procès pour meurtre au premier degré et obstruction à la justice. Dans un enregistrement qui a fuité, on l'entend crier à une autre détenue, « Ils ne comprennent pas. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai perdu l'homme que j'aimais. Je voulais juste qu'Isabelle disparaisse. » Mais les médias ont cessé de faire preuve de pitié. Les gros titres l'ont qualifiée de « femme dangereuse sous le masque d'une meilleure amie ». Dans un petit appartement d'Astoria, dans le Queens, Daniel et Sophia vivaient sous protection médicale. Un soir, assis près de la fenêtre à regarder les lumières de la ville, Sophia demanda doucement. « Papa, penses-tu que maman pourrait un jour me pardonner ?» Daniel lui caressa doucement les cheveux. « Ta mère n'a jamais voulu que tu vives dans la culpabilité. Elle t'aimait, tout comme moi. Le pardon ne vit pas dans le passé. Il vit dans la façon dont nous choisissons de vivre à partir d'aujourd'hui. Alors je vivrai d'une manière qui la rendra fière. » Daniel sourit. « Si tu vis simplement comme tu es, je serai déjà fier. » Ils restèrent assis tranquillement à regarder le ciel. Pour eux, la ville n'était plus une prison. C'était un lieu où tout pouvait prendre un nouveau départ. Un mois plus tard, au grand auditorium de l'Université Columbia, Marcus Rivera recevait le Justice Penn Award pour son journalisme d'investigation et son impact social exceptionnel. Dans son discours, il déclarait « Je ne suis pas le héros. Le héros, c'est l'homme qui a vécu 3 ans comme un fantôme, battu, humilié, et qui a pourtant gardé la bonté dans son regard. » Au premier rang, Daniel fit un petit signe de tête. Béatrice applaudit à côté de lui. Par un dimanche tranquille, Daniel et Sophia se rendirent au cimetière de Greenwood. Ils s'agenouillèrent devant la tombe d'Isabelle. Daniel déposa un bouquet de fleurs blanches à sa base. « Isabelle, murmura-t-il, je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger à temps. Mais maintenant, j'ai ramené notre fille. Nous sommes toujours une famille. » Sophia posa la main sur la pierre tombale. « Maman, je suis désolé d'avoir fait plus confiance aux autres qu'à mon cœur. Tu me manques tous les jours. » Ce soir-là, dans leur petit salon, Daniel sortit une vieille boîte en bois, la seule chose ayant survécu à la saisie des biens des années auparavant. À l'intérieur se trouvait le bracelet d'enfance de Sophia, une photo de famille décolorée et une lettre soigneusement pliée, la première qu'il ait écrite depuis la prison. « Tu veux que je le lise ?» demanda-t-il. Sophia hocha la tête. Daniel déplia la lettre. Sa voix tremblait. « Ma très chère Sophia. Si un jour tu grandis et que tu ne te souviens plus de moi, souviens-toi que, quelque part, chaque soir, quelqu'un posait sa main sur un mur de pierre et écrivait « Je n'ai pas tué ma femme. J'aime simplement ma fille de tout mon cœur. Si vous lisez ceci, cela signifie que j'ai vécu assez longtemps pour que vous connaissiez la vérité. » Sophia fondit en larmes et le serra dans ses bras. « Tu n'as pas seulement survécu. Tu as fait ce que personne n'osait faire. » Daniel la serra fort. « Et désormais, je ne laisserai personne nous séparer. Pas une seconde de plus. » Dehors, New York brillait toujours de mille feux, mais cette fois, la lumière ne semblait plus lointaine. L'histoire de Daniel Martinez nous rappelle que la vérité peut être enterrée, mais jamais détruite. Quand la justice dort, c'est le courage, l'amour et les voix qui refusent de se taire qui la réveillent. Ne jugez jamais une âme sur l'opinion publique ou le silence d'un système. Les enfants doivent être protégés de toute manipulation. Et un père, peu importe ses chutes, peut toujours se relever pour son enfant. En fin de compte, c'est le pardon et la vérité qui libèrent une âme de l'ombre.